les Écossais pourraient être conviés à un nouveau référendum sur l'indépendance dès l'an prochain. Ce serait la deuxième fois en 4 ans qu'ils sont consultés sur le sujet. En 2014, le non l'avait emporté avec 55 des voix. La première ministre de l'Écosse, Nicola Sturgeon, a fait cette annonce surprise au moment même où le Royaume-Uni s'apprête à lancer les procédures de divorce avec l'Union européenne. La perspective d'un référendum écossais en plein Brexit ne plaît pas du tout au gouvernement britannique. J'en discute avec Daniel Turp, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Daniel Turp est aussi un ancien député du Parti québécois et du Bloc québécois. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir d'être sur le plateau de Planète Terre. Merci. Alors, la première ministre de l'Écosse, elle veut que le référendum ait lieu entre l'automne 2018 et le printemps 2019, quelque chose comme ça. Donc, moins de 4 ans après le premier référendum. Pourquoi vouloir répéter l'expérience aussi vite? D'abord, ce n'était pas dans ses plans d'origine. D'ailleurs, après le référendum du 18 septembre 2014, il était clair que le SNP, le parti qu'elle dirige, maintenant, elle a pris la relève de M. Salmon, pensait qu'il n'y aurait pas de référendum avant une autre génération. Mais on avait bien précisé lors des élections que si des circonstances exceptionnelles devaient se produire, il pourrait y avoir un référendum avant toute génération. Et la circonstance exceptionnelle semble s'être produite, c'est ce Brexit, ce référendum du 23 juin 2016 où les Britanniques ont voté pour le retrait de l'Union, mais où les Écossais, à 62%, ont voté contre le retrait à l'Union européenne. Donc, en quoi est-ce que le Brexit crée des conditions gagnantes, pour reprendre une expression bien de chez nous, pour les indépendantistes écossais? Je dirais parce que les Écossais et les Écossaises sont très favorables à l'Union européenne, ont toujours été très européens, très attachés à l'idée de faire partie d'un continent qu'ils connaissent pour avoir notamment eu de bonnes relations avec la France. Vous savez que l'Écosse et la France ont des rapports historiques étroits, comme l'Écosse a des rapports économiques étroits avec le reste du continent et avec le reste du monde. Et il y a aussi une espèce de frustration démocratique. L'idée qu'on puisse imposer le retrait de l'Union européenne, malgré le vote très, très massif des Écossais et des Écossaises contre ce retrait, dérange beaucoup, non seulement la classe politique écossaise, mais les Écossais et les Écossaises eux-mêmes et elles-mêmes. Donc, Nicola Sturgeon veut avoir ce deuxième référendum. C'est pas dit qu'elle l'aura au moment où elle l'aura. Quelles étapes doivent être franchies avant que le processus référendaire s'enclenche? Elle a des permissions à obtenir. En tout cas, la façon dont ça a fonctionné pour le premier référendum, c'est une fonction très consensuelle. Il y a eu un accord le 15 octobre 2012, si je me rappelle bien, entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement d'Écosse. C'est un accord qui permettait au Parlement écossais d'adopter une loi qui l'autoriserait à organiser un référendum. Et cette loi était fondée sur un ordre en conseil que le gouvernement britannique peut adopter en vertu du Scotland Act de 1998. Alors, c'est une procédure analogue qui devrait être suivie parce qu'il semble que ça ne pose pas de problème au Royaume-Uni qu'une de ces nations puisse consulter sa population sur son avenir politique et constitutionnel. Comme ici, dans une certaine mesure, au Québec, au Canada, moins lorsqu'il s'agit de l'Espagne et de la Catalogne ou du Pays Basque ou de la Galice. Mais il semble que c'est un processus analogue qui serait suivi. L'enjeu maintenant, c'est quand? Parce que Mme May semble s'opposer à l'idée qu'un référendum écossais ait lieu avant la fin des négociations du Brexit. Oui, donc on vient d'apprendre justement que Theresa May, la première ministre britannique, va lancer officiellement le processus de sortie de l'Union européenne avant la fin du mois de mars. Et donc, ensuite, il y aura 2 ans de négociations avec l'Union européenne pour établir les conditions de cette sortie. Donc, effectivement, si les souhaits de Nicola Sturgeon sont respectés, le référendum écossais aurait lieu avant la fin des négociations. Est-ce que les Écossais auraient
toutes les clés pour prendre une décision éclairée ou est-ce qu'elle va vite en affaires un petit peu, Mme Sturgeon? Bien, écoutez, c'est quand même une décision qui, selon Nicolas, appartient aux Écossais. C'est pas aux Britanniques de décider à quel moment il y aura un référendum. Je pense que Mme Sturgeon est d'avis qu'il faut effectivement attendre. Il faut connaître les résultats de la négociation ou en tout cas savoir où vont les négociations. Mais je crois que c'est une question d'autodétermination à la fin. C'est pas aux Britanniques de décider quand les Écossais devraient tenir précisément leur référendum. La date ne doit pas être fixée par le Parlement du Royaume-Uni, par le gouvernement du Royaume-Uni. Alors, vous allez voir, c'est là où il va y avoir des négociations de toute évidence difficiles après ce déclenchement de la procédure prévue maintenant pour le 29 mars de cette année, avec les 2 ans qui pourraient s'écouler avant une entente entre l'Union, ses États membres et le Royaume-Uni. Donc, le non l'avait emporté à 55 en 2014. Selon les sondages les plus récents, le oui serait à 48 en ce moment en Écosse. Quelles sont les chances des indépendantistes écossais de l'emporter dans un éventuel deuxième référendum? Vous savez que les sondages varient. Il y en a eu un 44 il y en a eu un 46 il y en a eu un 48 avec un grain de sel. Au lendemain, vous savez, du référendum du Brexit, le oui avait été placé en avance à 52 Alors, vous savez que sur ces questions-là, c'est difficile de prévoir l'avenir, mais vous savez, moi, j'ai toujours été assez surpris que pendant une campagne référendum sur l'indépendance, les voix semblent s'accumuler en faveur de l'indépendance. Vous savez que quelques mois avant le référendum écossais de septembre 2014, l'appui à l'indépendance était très minime, c'était autour de 30 et pourtant 45 ont voté oui. Alors, les Écossais indépendantistes, là, peut-être ont des raisons d'être optimistes, parce que si c'est à 46 maintenant, sans campagne référendaire, sans Brexit là, concret, ben, il y a des chances que le 50 plus 1 soit franchi lors d'un prochain référendum. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette règle est acceptée par le Royaume-Uni. Le 50 plus 1. Oui. Un peu comme le 51,9 a été considéré comme tout à fait acceptable, une majorité claire pour le Royaume-Uni pour le Brexit. Effectivement. Quels échos est-ce que ces développements pourraient avoir au Québec? Bon, il y a aussi la Catalogne qui vit des rebondissements de ce côté-là. La Catalogne veut avoir un nouveau référendum en septembre avec ou sans l'accord de Madrid. Eux, c'est un petit peu plus compliqué de leur côté d'obtenir le feu vert du gouvernement central pour aller de l'avant avec leur référendum. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour les indépendantistes québécois en Écosse? En tout cas, la leçon principale pour moi, c'est que c'est pas dépassé l'idée de l'indépendance. C'est pas quelque chose qui ne vaut même plus la peine de débattre ici au Québec lorsque c'est une option qui pourrait être encore la meilleure option pour ceux qui veulent des modifications au statut politique du Québec. Ce que l'Écosse nous apprend, c'est que c'est très consensuel, très négocié entre le Royaume-Uni et l'Écosse, les conditions, les questions relatives à la question puis à la majorité, alors qu'en Catalogne, ce n'est pas du tout consensuel comme on le constate. Mais oui, l'ancien président de la Catalogne qui vient d'être condamné à 2 ans d'inéligibilité, Artur Mas, pour avoir organisé le référendum en 2014, qui avait été jugé inconstitutionnel. Donc, et 2 ministres co-accusés qui l'ont été aussi condamnés. Oui. Il y a la présidente de l'Assemblée du Parlement catalan qui est aussi poursuivie. Il y a quelque chose d'absolument antidémocratique dans cette façon pour l'Espagne de gérer une revendication démocratique. Ce sera un autre dossier que nous allons suivre et on vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup. Ça me fera plaisir d'être à nouveau avec vous. Daniel Turp, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, à bientôt. Je vous en prie.